Le 1er avril 2026, à 18h35, heure de la côte est des États-Unis, la fusée la plus puissante jamais construite par l'humanité a déchiré le ciel de Floride. À son sommet, une capsule baptisée Integrity. À l'intérieur de cette capsule, 4 êtres humains. Et pour la première fois depuis 54 ans, l'humanité envoyait des hommes et des femmes en direction de la Lune. Pendant 10 jours, l'équipage d'Artemis II a voyagé plus loin de la Terre que n'importe quel être humain depuis les astronautes d'Apollo 13 en 1970. Ils ont survolé la face cachée de la Lune, vue en pleine lumière pour la première fois par des yeux humains. Ils ont observé une éclipse totale du Soleil depuis l'espace, avec la couronne solaire encadrant parfaitement le disque lunaire comme un halo de feu. Ils ont nommé 2 cratères, l'un Integrity, comme leur vaisseau, l'autre Carol, en hommage à l'épouse disparue du commandant. Puis ils sont rentrés sur Terre, et le monde a applaudi. Et voici ce que personne ne vous dit. Ce vol n'était pas le but. C'était le coup de pistolet de départ. Parce que derrière ce retour spectaculaire, se cache quelque chose de bien plus grand, de bien plus tendu, et de bien plus décisif que n'importe quel vol spatial depuis l'alunissage d'Apollo 11. La question qui se pose aujourd'hui, mais pas de savoir si l'humanité peut retourner sur la Lune. Elle l'a prouvé. La question qui se pose, celle qui va décider du cours du siècle prochain, est celle-ci. Qui va y rester et à quelles conditions? Les 10 prochaines années vont décider de tout. Qui va contrôler les ressources cachées dans les cratères gelés du pôle Sud? Qui va établir les premières bases permanentes? Qui va écrire les règles de l'économie spatiale avant que les autres n'arrivent? Et si l'humanité est capable de construire, sur la Lune, les fondations qui lui permettront un jour d'atteindre Mars, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un chantier en cours. Un chantier sur lequel les États-Unis, la Chine, des dizaines d'entreprises privées et une soixantaine de nations se sont déjà positionnés, et dans lequel les décisions prises avant 2036 vont peser pour des générations. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. L'état réel du programme Artemis après ce vol historique. La ressource qui fait que tout le monde veut exactement le même bout de terrain lunaire. L'hélium 3, un gaz si rare sur Terre que des entreprises ont déjà signé des contrats pour l'acheter depuis la Lune avant même de savoir comment l'extraire. Le plan pour construire une vraie base lunaire que la NASA vient d'annoncer il y a quelques semaines. La course contre la Chine. Et les questions juridiques qui ressemblent de plus en plus à un Far West orbital. Avant de plonger dans tout cela, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les grandes questions de notre époque que nous explorons chaque semaine. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Cela m'aide vraiment à comprendre qui vous êtes. Et maintenant, en avant. Pour comprendre pourquoi le retour à la Lune est différent de tout ce qui s'est passé avant, il faut comprendre pourquoi Apollo avait fonctionné et pourquoi Apollo n'était jamais censé durer. Nous sommes en 1969. L'Amérique a mis des hommes sur la Lune. Neil Armstrong a planté un drapeau. Et le président Nixon a décroché son téléphone pour appeler la Lune. Parce que c'est le genre de geste qui marque les esprits. Apollo était un programme de prestige. Il était né de la guerre froide, nourri par la peur du Spoutnik soviétique, financé par une volonté politique totale de battre l'Union soviétique dans l'espace, coûte que coûte. Quand l'objectif a été atteint, la logique du programme a disparu avec lui. 6 alunissages entre 1969 et 1972, et puis plus rien pendant plus d'un demi-siècle. Apollo n'était pas un plan de colonisation, c'était une démonstration de force. On y allait pour planter des drapeaux, ramener des roches, et prouver au monde que l'Amérique était capable de ce que personne d'autre ne pouvait faire. Le programme avait coûté, en euros actuels, quelque chose comme 150 milliards, l'équivalent d'une mobilisation de guerre. Et quand la guerre politique du prestige spatial a pris fin, ce niveau de dépenses n'avait plus de justification. Artemis est une logique entièrement différente. La réponse tient en un mot, la carte. Depuis les années 2000, des sondes orbitales, notamment le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, ont cartographié la Lune avec une précision qui n'avait jamais été possible auparavant. Et ce qu'elles ont découvert a changé tout le cadre de la conquête lunaire. La Lune n'est pas un désert inerte et sans valeur. Elle contient des ressources immenses. Des ressources dont certaines sont extrêmement rares sur Terre. Et la plupart de ces ressources sont concentrées dans un endroit précis, le pôle Sud. C'est pour cela qu'Artemis ne vise pas n'importe quelle zone de la surface lunaire. Artemis cible le pôle Sud. La Chine cible le pôle Sud. Toutes les missions robotiques commerciales récentes ciblent le pôle Sud. Ce n'est pas une coïncidence géographique. C'est une ruée vers les ressources. Le programme Artemis est construit en 3 actes. Le premier, Artemis 1,
était un vol d'essai sans équipage lancé en novembre 2022. La capsule Orion a tourné autour de la Lune pendant 25 jours, a testé tous les systèmes et est rentrée sur Terre avec succès. C'était la validation du vaisseau. Le deuxième acte, Artemis II, vient de se terminer. 4 astronautes. Christina Koch, première femme à voyager vers la Lune. Victor Glover, premier astronaute afro-américain à aller au-delà de l'orbite terrestre basse. Reed Wiseman, Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne, le premier non-américain à voyager aussi loin dans l'espace, ont effectué ce survol historique. Ils ont validé les systèmes de survie de la capsule en conditions réelles, avec des humains à bord. Ils ont établi de nouveaux records. Ils ont prouvé que le matériel fonctionne. Et maintenant vient le troisième acte. La vraie raison pour laquelle tout cela existe. La NASA vise une première véritable alunissage en 2028. Pas pour planter un drapeau, pas pour une visite de quelques heures, pour commencer à construire ce qui n'a jamais existé. Une présence humaine permanente sur un autre monde. Et la raison pour laquelle ce pôle sud est si précieux, que des nations et des entreprises du monde entier sont prêtes à y investir des dizaines de milliards, elle se trouve dans les cratères les plus froids du système solaire. Il existe sur la Lune des endroits que le Soleil n'a jamais touchés. Pas depuis des millions d'années, pas depuis des milliards d'années pour certains. Imaginez un cratère au bord d'un pôle planétaire. Ses bords s'élèvent en remparts circulaires suffisamment hauts pour intercepter chaque rayon solaire sous chaque angle possible pour chaque jour de l'année lunaire. À l'intérieur de ce cratère règne une nuit permanente. La température y descend à des niveaux qui défient l'entendement. Bien plus froid que n'importe quel endroit sur Terre, plus froid que la surface de Pluton. Un endroit où le froid a été si intense et si stable pendant si longtemps que les molécules légères qui auraient dû s'évaporer, comme l'eau, n'ont nulle part où aller. Elles restent là, piégées dans le sol, accumulées au fil des milliards d'années. C'est ce qu'on appelle les régions à ombre permanentes du pôle sud lunaire. Et à l'intérieur de ces régions se trouvent des dépôts de glace d'eau. La glace d'eau sur la Lune est confirmée. Plusieurs missions l'ont détectée depuis l'orbite, notamment la sonde indienne Chandrayaan-1. Des missions robotiques récentes ont commencé à l'explorer depuis la surface. En mars 2025, la sonde commerciale Intuitive Machines IM-2 a atterri près du mont Mouton, une formation géologique proche du pôle sud, emportant un ensemble d'instruments de la NASA spécialement conçus pour chercher de l'eau dans le sous-sol. La mission s'est posée sur le flanc au lieu de rester droite, une déception opérationnelle. Mais elle a quand même collecté des données précieuses pendant les quelques heures où ces instruments ont fonctionné. Ce même mois de mars 2025, la sonde commerciale Firefly Blue Ghost a réalisé un alunissage précis dans la mer de la Tranquillité, livrant 10 instruments scientifiques de la NASA et démontrant que les opérateurs commerciaux peuvent exécuter des atterrissages lunaires de précision assez fiables pour en faire un modèle commercial. Et il y a quelques jours à peine, en avril 2026, pendant que les astronautes d'Artemis II survolaient la Lune, une équipe de recherche de l'Université du Colorado à Boulder a publié une étude qui a retenu l'attention des spécialistes du monde entier. En utilisant les données de température de surface du Lunar Reconnaissance Orbiter et une série de simulations informatiques, les chercheurs ont établi une carte des cratères lunaires qui ont été dans l'ombre la plus longue et la plus constante au cours de l'histoire géologique de la Lune. Et ils ont identifié le cratère Haworth comme l'un des candidats les plus prometteurs pour des dépôts de glace d'eau en quantité significative, accumulés depuis des milliards d'années. L'étude précise quelque chose d'important. La Lune n'a pas toujours eu l'orientation qu'elle a aujourd'hui par rapport à la Terre. Son inclinaison a changé au fil du temps. Des cratères qui sont aujourd'hui dans l'ombre permanente ne l'ont pas toujours été. Cela signifie que les cratères les plus froids aujourd'hui sont aussi ceux qui ont été dans l'ombre le plus longtemps, et donc ceux qui ont accumulé le plus de glace. Maintenant, pourquoi est-ce que cela importe à ce point ? Parce que la glace d'eau sur la Lune n'est pas juste de l'eau. Elle est potentiellement tout. De l'eau à boire pour des astronautes, évident, mais aussi de l'eau qu'on peut décomposer en oxygène et en hydrogène par un simple processus d'électrolyse alimenté par l'énergie solaire. De l'oxygène pour respirer, et de l'hydrogène, ou un mélange d'hydrogène et d'oxygène, qui est précisément le propergol utilisé dans certains des moteurs de fusée les plus efficaces jamais construits. Autrement dit, la glace d'eau du pôle sud lunaire peut potentiellement être transformée en carburant. En carburant sur place, sur la Lune, sans avoir à tout transporter depuis la Terre à un coût astronomique. Aujourd'hui, chaque kilogramme de propergol envoyé depuis la Terre vers l'orbite lunaire coûte des milliers d'euros. Si l'on peut produire ce propergol directement sur la Lune, l'économie de l'exploration spatiale change du tout au tout.
La Lune ne serait plus une destination coûteuse. Elle deviendrait un carrefour d'approvisionnement pour toute la suite du système solaire. Et il y a encore une couche supplémentaire. La glace d'eau est également un excellent bouclier contre les radiations. Dans l'espace profond, les rayonnements cosmiques et les tempêtes solaires représentent une menace constante pour les astronautes. L'eau, dense et riche en hydrogène, est l'un des matériaux les plus efficaces pour absorber ces rayonnements. Les habitats lunaires, construits avec de la glace ou de l'eau liquide dans leurs parois, offriraient une protection significative pour les équipages en longue durée. La mission LUPEX, une collaboration entre l'agence spatiale japonaise JAXA et l'agence spatiale indienne ISRO, avec un instrument de détection de glace fourni par la NASA, est prévue pour se poser sur la Lune au plus tôt en 2028. Son objectif spécifique est de cartographier les dépôts de glace du pôle Sud à une résolution que les sondes orbitales ne peuvent pas atteindre. Ce rover cherchera de l'eau jusqu'à 1 mètre sous la surface, parce qu'on ne sait pas encore avec certitude si la glace est à la surface ou enfouie. Cette question de la profondeur est fondamentale. Une glace à quelques centimètres du sol est infiniment plus accessible qu'une glace à plusieurs mètres de profondeur. Ce que toutes ces missions ont en commun, c'est leur convergence géographique. Elles visent toutes la même étroite bande de terrain. Et quand on comprend pourquoi tout le monde veut précisément ce même coin de Lune, on comprend que la question n'est plus de savoir si on peut y aller, mais de savoir qui y arrivera en premier et ce que cela signifie pour tout le reste. Mais l'eau n'est pas la seule ressource qui transforme la Lune en enjeu stratégique majeur. Il existe dans le sol lunaire une autre substance, invisible à l'œil nu, présente en quantité infime, mais dispersée sur toute la surface, exposée au vent solaire depuis des milliards d'années, qui pourrait valoir, dans les années à venir, plus que n'importe quel or, diamant ou métal rare que la Terre n'ait jamais produit. Cette substance, c'est l'hélium-3. Et le fait qu'une entreprise de Seattle ait déjà signé un contrat pour en livrer depuis la Lune en 2029 dit tout sur ce qui est en train de se passer. L'hélium-3 est un isotope de l'hélium, un isotope léger, non radioactif, parfaitement stable. Sur Terre, il est rarissime. L'intégralité des réserves terrestres tiendrait dans quelques dizaines de bouteilles de gaz. Et la majeure partie de ce stock provient d'un sous-produit de la dégradation de l'uranium des armes nucléaires. On en produit si peu et on en consomme tellement que l'approvisionnement a déjà provoqué des crises sérieuses dans les laboratoires scientifiques du monde entier. Sur la Lune, c'est une histoire entièrement différente. La Lune n'a pas de champ magnétique significatif et pas d'atmosphère. Pendant des milliards d'années, le vent solaire, ce flux constant de particules chargées qui s'échappent du Soleil, a frappé directement la surface lunaire et a piégé de l'hélium-3 dans les premiers centimètres du sol. Des estimations scientifiques évaluent les réserves de la Lune entre 600 000 et 3 millions de tonnes d'hélium-3. Pour mettre cela en perspective, il faudrait entre 25 et 30 tonnes d'hélium-3 pour alimenter en énergie de fusion l'ensemble des États-Unis pendant 1 an. Ce que la Terre possède au total ne couvrirait qu'une fraction infime de ce besoin. Pourquoi l'hélium-3 est-il si précieux ? Parce qu'il est le combustible idéal pour une forme de réacteur nucléaire qui n'existe pas encore à l'échelle industrielle, mais que des dizaines de programmes dans le monde cherchent à réaliser. La fusion deutérium-hélium-3. Contrairement aux réacteurs à fission qui cassent des atomes lourds et génèrent des déchets radioactifs durables, la fusion est la réaction qui alimente le Soleil lui-même. Des atomes légers qui se combinent et libèrent une énergie colossale. Et la fusion à base d'hélium-3 est particulièrement attrayante parce qu'elle produit très peu de résidus radioactifs. Ce serait une énergie propre, abondante et potentiellement révolutionnaire. Mais l'hélium-3 a déjà une valeur commerciale aujourd'hui. Maintenant, pas en 2050. Les ordinateurs quantiques, ces machines qui promettent de révolutionner tout depuis la pharmacologie jusqu'à la cryptographie, ont besoin d'être refroidis à des températures proches du zéro absolu. L'hélium-3 est l'un des agents de refroidissement les plus efficaces qui existent pour atteindre ces températures extrêmes. Un seul centre de données quantique pourrait consommer plus d'hélium-3 que n'en possède toute la Terre en ce moment. Le marché existe déjà, il est urgent, et il n'a pas besoin d'attendre les réacteurs à fusion pour se matérialiser. En septembre 2025, la société finlandaise Blueforce, un fabricant de systèmes de refroidissement pour ordinateurs quantiques basé à Helsinki, a signé un accord avec la start-up américaine Interloon pour acheter jusqu'à 1000 litres d'hélium-3 lunaire par an. La valeur estimée du contrat, environ 300 millions de dollars. Ce n'est pas un contrat spéculatif pour un futur lointain. C'est une commande ferme pour des livraisons prévues à partir de 2029.
Interlune a été fondée par Rob Meyerson, ancien ingénieur de la NASA et ex-directeur chez Blue Origin. La société a levé 18 millions de dollars et a déjà signé un deuxième contrat, cette fois avec le département de l'énergie des États-Unis, qui a passé la première commande gouvernementale jamais réalisée pour une ressource extraterrestre. Dès 2025, le gouvernement américain a acheté 3 litres d'hélium-3 lunaire à Interlune. Symboliquement, c'est un moment historique. Pour la première fois, un gouvernement a officiellement commandé un produit qui n'existe pas encore sur Terre et qui sera extrait d'un autre monde. Le plan d'Interlune se déroule en plusieurs étapes. Une caméra multispectrale a été lancée vers le pôle sud en 2025 pour cartographier précisément les concentrations d'hélium-3. Des missions d'échantillonnage sont prévues pour 2027. Et en 2029, si tout se passe comme prévu, une unité pilote d'extraction devrait être opérationnelle. La société a également développé un prototype d'excavateur lunaire avec le fabricant américain Vermeer, capable de traiter jusqu'à 100 tonnes de sol lunaire par heure. Le processus est en apparence simple. Creuser le régolithe lunaire, le chauffer pour libérer les gaz piégés, séparer l'hélium-3 des autres éléments et compresser le gaz pour le transport. Sauf que chaque étape de ce processus, une fois confrontée à la réalité lunaire, révèle des défis impressionnants. Le régolithe lunaire est un cauchemar pour les machines. Ce n'est pas du sable. Ce sont des particules de verre et de roches broyées par des milliards d'années de bombardements météoritiques, avec des arêtes microscopiques aussi tranchantes que du verre cassé. Ces particules pénètrent dans les joints, érodent les pièces mobiles, s'incrustent dans les mécanismes. Dans le vide de la Lune, les lubrifiants classiques s'évaporent. Les robots doivent fonctionner avec un délai de communication avec la Terre, ce qui complique chaque décision opérationnelle. Et tout doit fonctionner de façon autonome, pendant des semaines, sans maintenance humaine possible. Ce sont des problèmes connus. Ils ne sont pas insurmontables. Mais ils rappellent que la Lune n'est pas une mine commode, avec des conditions terrestres. C'est l'endroit le plus inhospitalier jamais abordé par des machines humaines. Ce que la course à l'hélium-3 révèle, cependant, va bien au-delà de la question technologique. Elle révèle que la Lune est en train de passer du statut de destination scientifique à celui de ressource économique, avant même que les premières bases permanentes ne soient construites. Et pour construire ces bases, il ne suffit pas d'y envoyer des astronautes avec des outils. Il faut résoudre la question de l'architecture. Comment, exactement, l'humanité va-t-elle s'installer sur la Lune ? La réponse que la NASA vient de donner est très différente de ce qui était prévu il y a encore un an. En mars 2026, la NASA a pris une décision qui a surpris une grande partie de la communauté spatiale internationale. L'agence a annoncé qu'elle mettait en pause le programme Lunar Gateway, la petite station spatiale qui devait être placée en orbite lunaire et servir de point de transit pour les missions à la surface. Pendant des années, ce gateway avait été la pièce centrale de l'architecture Artemis. L'Europe, le Japon, le Canada et les Émirats arabes unis avaient investi des centaines de millions de dollars dans ces modules. Et d'un coup, ils ne faisaient plus partie des plans. La raison est pragmatique autant que stratégique. Le Gateway était une solution élégante sur le papier, une station en orbite hautement elliptique autour de la Lune qui permettrait aux astronautes de transiter entre leur vaisseau Orion et les atterrisseurs lunaires sans jamais avoir à lancer un vaisseau depuis la Terre jusqu'à la surface directement. Mais l'orbite choisie pour le Gateway était si excentrique, s'approchant à 1500 km du pôle nord lunaire au plus proche, s'éloignant à 70 000 km au pôle sud au plus loin, que les atterrisseurs auraient dû consommer une quantité importante de carburant rien que pour faire la navette entre la station et la surface. Et pour une mission dont l'objectif est précisément d'exploiter les ressources locales pour réduire les coûts en carburant, cette logique semblait se contredire elle-même. À la place, la NASA a annoncé quelque chose de bien plus ambitieux, la construction directe d'une base sur la surface lunaire, une base permanente, une vraie base de camp. Le plan, présenté par l'administrateur de la NASA Jared Isaacman lors d'un événement baptisé Ignition en mars 2026, se déroule en 3 phases sur une décennie, pour un investissement total d'environ 30 milliards de dollars. La première phase, qui court jusqu'en 2028, est celle de l'accès fiable et des démonstrations technologiques. C'est la phase où on établit les bases, jusqu'à 21 missions robotiques non habitées déposant du matériel sur la surface, dont des véhicules tout-terrain lunaires, des drones propulsifs capables de sauter de site en site sur 50 km, des unités de chauffage nucléaire pour survivre à la nuit lunaire, et les premières constellations de satellites de communication en orbite lunaire. Et bien sûr, la première mission habitée
avec alunissage, prévue pour 2028 avec Artemis 4. La deuxième phase, de 2029 à 2032, vise à installer l'infrastructure réelle de la base. Production d'énergie, communication de surface, préparation du terrain, mobilité avancée. Des habitats semi-permanents, des systèmes de production d'eau et d'oxygène à partir des ressources locales. À la fin de cette phase, les astronautes pourront rester plusieurs semaines d'affilée sur la surface lunaire. La troisième phase, après 2032, vise une présence humaine continue, une base où des équipes se relaient, où des systèmes industriels fonctionnent de façon permanente. Une présence qui ne dépend plus entièrement des livraisons depuis la Terre. Pour tenir ce calendrier, la NASA prévoit de doubler la cadence des missions Artemis. Une mission habitée tous les 6 mois à partir de 2028, au lieu d'une par an comme annoncé précédemment. Et à partir d'Artemis 6, l'agence entend passer à un modèle entièrement commercial pour le transport vers la Lune, invitant au moins 2 opérateurs privés à assurer ces vols, ouvrant la porte à une compétition sur les coûts qui devrait faire baisser les prix. 25 lancements et 21 missions d'atterrissage sont prévus rien que pour la première phase, avant 2028. C'est un niveau d'activité lunaire sans précédent dans l'histoire de l'exploration spatiale. L'équivalent de plusieurs programmes Apollo menés en parallèle pour des dizaines de missions. Mais une base permanente sur la Lune pose immédiatement une question fondamentale que les astronautes d'Apollo n'ont jamais eu à affronter sérieusement. Comment alimenter tout cela en énergie quand la nuit lunaire dure 2 semaines entières d'affilée? Réfléchissons à ce que cela implique concrètement. La Lune tourne lentement sur elle-même. Un jour lunaire équivaut à 29 jours terrestres. Ce qui signifie que chaque point de la surface vit environ 2 semaines de lumière solaire, puis 2 semaines de nuit totale. 2 semaines où la température chute de façon dramatique. Sur certaines zones du pôle sud, elle descend bien en dessous de ce que les équipements conçus pour des conditions solaires peuvent supporter. Des panneaux solaires dans ces conditions ne constituent pas une source d'énergie fiable. Ils sont efficaces pendant la journée lunaire, puis ils deviennent inutiles le soir venu, pendant une durée équivalente à tout un séjour en station spatiale internationale. Pour une base permanente, une base qui doit faire fonctionner des systèmes de survie, des machines d'extraction de ressources, des équipements de communication, des éclairages, des systèmes de chauffage et de refroidissement, 24 heures sur 24, pendant des mois et des années, les panneaux solaires seuls sont tout simplement insuffisants. Il faut une source d'énergie qui ne dépende pas du soleil. Et la seule technologie mature qui répond à cette exigence dans l'environnement spatial est le réacteur nucléaire à fission. En janvier 2026, la NASA et le département de l'énergie des États-Unis ont formalisé leur partenariat avec un mémorandum d'entente signé en présence du secrétaire à l'énergie et de l'administrateur de la NASA. L'objectif affiché est de déployer un réacteur de fission sur la surface lunaire avant la fin de la décennie, avant 2030. Le système visé doit produire environ 40 kW d'électricité en continu pendant au moins une décennie, sans nécessité de ravitaillement en combustible. 40 kW, c'est peu en termes de centrales industrielles terrestres. Mais sur la Lune, c'est une révolution. C'est suffisant pour alimenter en continu les systèmes de survie d'un habitat pour plusieurs astronautes. Un électrolyseur qui décompose la glace d'eau en oxygène et en hydrogène, une unité de traitement du régolithe pour en extraire des métaux et des oxygènes liés chimiquement, et un système de charge pour les véhicules et les robots de surface. C'est la différence entre une avant-poste qui survit en rationnant son énergie et une base qui peut réellement fonctionner. Le chemin vers ce réacteur lunaire a déjà commencé depuis plusieurs années. En 2017 et 2018, la NASA et le National Nuclear Security Administration ont conduit l'expérience Krusty pour Kilopower Reactor Using Stirling Technology. C'était un petit réacteur de démonstration alimenté à l'uranium hautement enrichi, capable de produire jusqu'à 10 kW. Les ingénieurs l'ont soumis à une série de tests, comprenant des simulations de défaillance, pompes de refroidissement coupées, moteur Stirling désactivé, générateurs débrayés un par un. Dans chaque cas, le réacteur a maintenu ses paramètres de sécurité et continué à fonctionner. Ce test a démontré que la technologie des réacteurs de fission de petite taille pour l'espace n'est pas seulement théorique. Elle fonctionne, elle est robuste et elle peut être adaptée à des applications planétaires. La version lunaire sera bien plus puissante que Krusty. Elle devra fonctionner de façon entièrement autonome, sans intervention humaine possible pendant de longues périodes. Elle devra résister aux vibrations du lancement, à l'impact de l'alunissage, aux variations thermiques extrêmes de la surface lunaire et aux micrométéorites qui frappent régulièrement le sol sans atmosphère pour les ralentir. Des entreprises comme Lockheed Martin
Westinghouse et d'autres sont engagés dans le développement de concepts pour cette machine. Lockheed Martin a notamment souligné un point stratégique. Les architectures de réacteurs conçues pour la surface lunaire et celles conçues pour les missions spatiales en orbite partagent des technologies de base similaires. Ce qui signifie qu'investir dans un réacteur lunaire, c'est aussi investir dans la propulsion nucléaire spatiale, la technologie qui permettrait un jour de réduire drastiquement le temps de voyage vers Mars. Chaque kilowatt qu'on apprend à produire sur la Lune est un kilowatt qu'on saura produire plus loin encore. L'énergie nucléaire sur la Lune n'est donc pas un détail logistique. C'est une des conditions sine qua non de la présence humaine durable. Sans elle, la base lunaire reste une infrastructure intermittente qui hiberne pendant 2 semaines à chaque cycle. Avec elle, la base devient un organisme vivant, actif en permanence, capable de produire, de traiter, de construire, même quand le Soleil est de l'autre côté de la Lune. Mais même avec l'énergie assurée, il reste un problème fondamental que personne n'a encore entièrement résolu. Comment amener des astronautes et des tonnes de matériel depuis l'orbite lunaire jusqu'à la surface? La réponse implique 2 machines très différentes, 2 approches presque opposées, et une série de retards qui ont profondément reconfiguré les plans de la NASA. Imaginez 2 vaisseaux côte à côte dans un hangar imaginaire. L'un est colossal, aussi haut qu'un immeuble de 15 étages, brillant, argenté, avec une surface d'acier inoxydable qui reflète la lumière. C'est le Starship de SpaceX dans sa version atterrisseur lunaire pour le programme Artemis. L'autre est plus sobre, plus compact, conçu spécifiquement pour la Lune, plutôt que adapté d'un véhicule interplanétaire universel. C'est le Blue Moon Mark II de Blue Origin. Ces 2 machines se disputent le rôle d'atterrisseur officiel du retour de l'humanité sur la surface lunaire. Le Starship Human Landing System, le HLS, est une adaptation du Starship standard de SpaceX, ce même véhicule que la société teste depuis plusieurs années pour ses ambitions martiennes. Dans sa version lunaire, il dépasse 50 mètres de hauteur. À l'intérieur, il dispose d'un volume habitable d'environ 600 mètres cubes, soit plus de la moitié du volume total de la Station spatiale internationale. L'équipage utilise un ascenseur intégré dans la structure pour monter et descendre entre le sas et la surface lunaire, parce que l'accès par une échelle depuis 50 mètres de hauteur serait impraticable. Les astronautes pourront y séjourner plusieurs jours, avec des couchages, un espace de travail et tout le matériel nécessaire à une exploration prolongée. Mais le Starship HLS pose un défi logistique colossal que ses concurrents n'ont pas. Il est si lourd et a besoin de tant de propergol qu'il ne peut pas partir de la Terre jusqu'à la Lune en un seul lancement. Il doit être ravitaillé en orbite terrestre par une série de tankers Starship, au moins 14 vols de ravitaillement, avant d'avoir suffisamment de carburant pour atteindre l'orbite lunaire et atterrir sur la surface. Cette opération de ravitaillement orbital, appelée transfert cryogénique de propergol entre 2 vaisseaux dans l'espace, est une technologie que personne n'a encore démontrée à cette échelle. SpaceX a transféré environ 5 tonnes de propergol interne lors d'un de ses vols d'essai. Un début encourageant, mais la barre est beaucoup plus haute. En mars 2026, le bureau de l'inspecteur général de la NASA a publié un rapport d'audit sévère sur l'état du programme des atterrisseurs habités. Le rapport conclut que SpaceX accumule au moins 2 ans de retard sur son calendrier initial pour le Starship HLS, avec d'autres retards supplémentaires anticipés. La démonstration de transfert de propergol en orbite, prévue initialement pour mars 2025, a d'abord été repoussée à mars 2026, puis à nouveau décalée. La revue de conception critique du système d'atterrissage est projetée pour août 2026, avec une démonstration d'atterrissage non habité prévue fin 2026, si tout se passe bien. Blue Origin et son Blue Moon Mark II ne sont pas en avance non plus. Le rapport de l'inspecteur général note qu'en août 2025, près de la moitié des demandes d'action issues de la revue préliminaire de conception effectuée en 2024 restaient sans réponse. La technologie de gestion des fluides cryogéniques, indispensable pour les 2 atterrisseurs, continue de poser des problèmes aux 2 équipes. Face à ces réalités, la NASA a pris en février 2026 une décision logique mais symboliquement importante. Artemis 3 ne sera pas une mission d'alunissage. Ce sera une mission de test en orbite terrestre basse. Les astronautes rejoindront l'un ou les 2 atterrisseurs lunaires en orbite autour de la Terre, testeront les manœuvres de rendez-vous et d'amarrage, évalueront les combinaisons spatiales AXE-MU d'Axiom Space qui seront utilisées sur la Lune, et rentreront sans avoir approché la Lune. Un test qui ressemble à Apollo 9,
La mission d'essai du module lunaire en orbite terrestre en 1969, avant les alunissages proprement dit. La première vraie mission avec alunissage est maintenant prévue pour Artemis 4, avec un objectif de lancement en 2028. La NASA vise le pôle sud. Elle a dit que son premier atterrisseur sera celui des deux, SpaceX ou Blue Origin, qui sera prêt en premier. Une compétition ouverte pour être le premier à ramener des humains sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972. Et pendant que cette course technologique se joue entre des entreprises américaines, à des milliers de kilomètres de là, un autre concurrent construit méthodiquement sa propre voie vers exactement le même bout de terrain lunaire. La Chine ne fait pas de grandes annonces. Elle publie peu de conférences de presse théâtrales. Elle ne montre pas ses fusées explosées en direct sur des réseaux sociaux. Elle construit, teste, valide et avance. Et depuis quelques années, le rythme de cette progression est tel que les analystes de l'agence spatiale américaine et du Pentagone ont commencé à parler ouvertement d'une vraie course lunaire, pas métaphorique, pas rhétorique, mais réelle. Pour comprendre où en est la Chine, revenons à juin 2024. La sonde Chang'e 6 a réalisé quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant dans l'histoire de l'exploration spatiale. Elle a atterri sur la face cachée de la Lune, forée jusqu'à 2 mètres de profondeur, prélevé près de 2 kg de sol et rapporté ses échantillons sur Terre. La face cachée de la Lune, cette moitié que nous ne voyons jamais depuis la Terre, est l'une des régions scientifiquement les plus précieuses du système solaire. La croûte y est plus épaisse, les cratères plus anciens, la géologie différente. Chang'e 6 a accompli cette prouesse grâce à un satellite relais en orbite spéciale, Queqiao-2, qui fait le pont de communication entre la Terre et la face cachée. Un exploit technique et logistique que même les plus sceptiques des observateurs occidentaux ont salué. Ce n'était pas un coup isolé, c'était une étape dans une progression planifiée sur des décennies, avec une précision d'horloger. Chang'e 7 est prévu pour lancement en 2026, vers le pôle sud de la Lune. Cette mission embarque un orbiteur, un atterrisseur, un rover et une innovation particulièrement intéressante, une mini-sonde volante capable de se propulser par ses propres moteurs pour sauter dans les cratères à ombre permanente que ni un rover ni un atterrisseur ne peut atteindre directement. Ces régions gelées que tout le monde convoite pour leur glace d'eau. La sonde emporte des analyseurs de molécules d'eau et d'isotopes d'hydrogène. L'objectif est explicite: cartographier et caractériser les ressources en eau au pôle sud avec une précision qu'aucune mission précédente n'a pu atteindre. Chang'e 8, prévue pour 2028, va encore plus loin. Elle est conçue pour tester des technologies de ressources in situ sur la surface même de la Lune. Extraction d'oxygène, utilisation du régolithe pour construire des structures par impression tridimensionnelle, mise en place des premières briques d'une infrastructure robotique autonome. À la fin de Chang'e 8, la Chine aura démontré qu'elle peut non seulement poser des robots sur le pôle sud, mais aussi commencer à fabriquer sur place. Et en parallèle de ces missions robotiques, la Chine développe les éléments de son programme Habité lunaire avec une progression similairement méthodique. Le vaisseau Mengzhou, dont le nom signifie Quad Zero, est le successeur chinois de la capsule Shenzhou pour les missions au-delà de l'orbite terrestre basse. Il peut emmener jusqu'à 7 astronautes vers la station spatiale Tiangong en orbite basse ou 3 vers la Lune. Un premier vol d'essai non habité a eu lieu en début 2026, démontrant son système d'abandon de lancement. L'atterrisseur lunaire Lanieux, embrasser la Lune en mandarin, est en cours d'assemblage et de test. Un test grandeur nature de l'atterrissage et du décollage autonome, utilisant une maquette à pleine échelle du Lanieux, a été réalisé avec succès en Chine en août 2025. Le scénario prévu pour la mission habitée chinoise est le suivant. 2 fusées Longue Marche 10, le nouveau lanceur lourd chinois actuellement en cours de qualification, décollent séparément, l'une avec le vaisseau Mengzhou et 3 astronautes, l'autre avec le Lanieux. Ils se retrouvent en orbite lunaire. 2 astronautes transfèrent dans le Lanieux, descendent sur la surface, il reste environ 6 heures pour collecter des échantillons et conduire des expériences scientifiques. Puis remontent rejoindre le 3e astronaute, resté dans le Mengzhou, et l'ensemble rentre sur Terre. La date cible de la Chine pour cette première mission habitée lunaire, avant 2030. Certains responsables de l'agence spatiale habitée chinoise ont évoqué 2029 comme objectif interne. La signification stratégique de tout cela dépasse largement la question du prestige. Mike Gold, ancien administrateur associé de la NASA, l'a formulé clairement devant le Sénat américain. Les pays qui arrivent en premier sur la Lune écriront les règles de la route pour ce qu'on peut y faire. Ce n'est pas une métaphore. Qui établit une présence physique au pôle sud en premier bénéficie d'un avantage de fait pour revendiquer des zones d'exclusion opérationnelle autour de ces installations.
Ces fameux périmètres de sécurité, dont les bases juridiques sont floues, mais dont l'existence physique sera difficile à ignorer. Et dans un contexte où les deux principales puissances spatiales mondiales s'organisent dans des blocs séparés, d'un côté les États-Unis et leur partenaire Artemis, de l'autre la Chine et la Russie avec leur station lunaire internationale de recherche, le pôle sud lunaire est en train de devenir le premier territoire réellement disputé au-delà de la Terre. Ce qui nous amène directement à la question la plus délicate de toute cette histoire. Une question que les juristes, les diplomates et les ingénieurs débattent depuis des années avec une urgence croissante. Juridiquement parlant, qui possède quoi sur la Lune ? La réponse courte est « personne ». Et c'est précisément le problème. Le traité de l'espace de 1967, ratifié par 110 nations, dont les États-Unis, la Russie et la Chine, pose une règle fondamentale qui semble simple. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune, n'est pas susceptible d'appropriation nationale ni par revendication de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation. La Lune est définie comme le patrimoine commun de l'humanité. Aucun pays ne peut la posséder. Aucun drapeau planté sur sa surface ne confère de droits territoriaux. Mais le traité de l'espace a été rédigé en 1967. Il anticipait des missions gouvernementales ponctuelles. Il n'anticipait pas des entreprises privées cherchant à exploiter commercialement des ressources extraterrestres. Il n'anticipait pas des bases permanentes générant des zones d'exclusion pratiques autour de leurs installations. Et surtout, il ne répondait pas clairement à la question suivante. Si on ne peut pas posséder la Lune, peut-on posséder ce qu'on en extrait ? C'est précisément sur ce point que les États-Unis ont joué leur premier coup. Le Space Act de 2015, adopté par le Congrès américain, a déclaré que les ressources spatiales extraites par des entités américaines, publiques ou privées, appartiennent légalement à ceux qui les ont extraites. La logique invoquée était celle du droit maritime. On ne possède pas l'océan, mais on possède le poisson qu'on empêche. Cette loi a été suivie par des législations similaires au Luxembourg, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays. En 2020, la NASA a lancé les accords Artemis, un ensemble de principes non contraignants que les nations partenaires du programme Artemis s'engagent à respecter. En avril 2026, 61 nations ont signé ces accords, dont la grande majorité des démocraties industrialisées d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Ces accords affirment notamment que l'extraction de ressources spatiales est compatible avec le traité de l'espace, une affirmation que conteste juridiquement une partie de la communauté internationale. Parce que la Russie et la Chine n'ont pas signé les accords Artemis, et leur position est diamétralement opposée. Ces accords sont, selon Moscou, une tentative des États-Unis d'imposer unilatéralement une interprétation favorable à leurs intérêts du droit spatial international, en dehors de tout processus multilatéral onusien. Pékin va plus loin, décrivant les accords comme comparables à des méthodes coloniales d'enclosure des terres. Les accords introduisent aussi le concept de zone de sécurité, des périmètres délimités autour des installations lunaires dans lesquels les opérations seraient soumises à des procédures de notification et de coordination pour éviter les interférences. En principe, ces zones ne constituent pas des revendications territoriales. En pratique, elles ressemblent fort à des zones d'exclusion. Un juriste de l'université de Cologne, Stefan Aube, spécialiste du droit spatial international, a formulé le paradoxe avec une précision chirurgicale. Le traité de l'espace interdit explicitement l'acquisition de portions de la surface lunaire par quelque moyen que ce soit. Or, délimiter des zones spécifiques autour d'installations, c'est précisément créer une forme d'acquisition de surface, quelle que soit l'étiquette qu'on lui donne. Ce vide juridique n'est pas un problème abstrait pour philosophes du droit. Il devient concret à la vitesse à laquelle les missions lunaires se multiplient. Quand plusieurs atterrisseurs de pays différents cibleront simultanément les mêmes cratères à ombre permanente pour accéder à la glace d'eau, dans un espace géographiquement restreint, avec des ressources que les uns et les autres considèrent comme leur droit d'exploiter, il n'existera pas de tribunal, pas de police, pas d'arbitre international légitime pour trancher les conflits. Le Comité des Nations Unies sur l'utilisation pacifique de l'espace externe travaille depuis 2025 à l'élaboration de principes directeurs pour les activités d'extraction de ressources spatiales. Mais les principes directeurs ne sont pas des lois, ils ne lient personne, et ils n'ont pas encore été adoptés. L'humanité est en train de s'apprêter à exploiter commercialement un territoire pour lequel elle n'a pas encore de cadre juridique partagé. C'est exactement la situation qui précède, historiquement, les conflits de ressources. Et pourtant, les contrats sont déjà signés et les fusées sont déjà en cours de fabrication. Ce que ces contrats disent sur l'état réel de l'économie lunaire naissante est aussi fascinant qu'inquiétant. En 2024,
L'histoire a été faite distraitement, mais définitivement. Pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, une entreprise commerciale a atterri sur la Lune. Intuitive Machines, une start-up de Houston, a posé sa sonde IM-1 sur la surface lunaire en février 2024 dans le cadre du programme CLPS, Commercial Lunar Payload Services, de la NASA. Ce programme, géré par la direction scientifique de l'agence, fonctionne comme un service de messagerie orbitale. La NASA commande des missions de livraison de charges utiles sur la surface lunaire, les entreprises privées les exécutent à prix fixe en prenant en charge tous les aspects du vol, depuis la Terre jusqu'à la surface. Ce n'est pas la NASA qui construit la sonde, qui choisit la fusée, qui gère les opérations au quotidien. C'est l'entreprise. La NASA paie pour les livraisons, comme un client paie pour un colis. Cette logique commerciale a des conséquences profondes. Elle fait baisser les coûts parce que la compétition entre opérateurs pousse à l'innovation et à l'efficacité. Elle crée un marché pour des services lunaires accessibles à d'autres clients que la NASA. Des universités, des agences spatiales plus petites, des entreprises privées souhaitant déployer leur propre technologie. Et elle amorce ce que les analystes de l'industrie spatiale décrivent comme la première véritable économie extraterrestre. Firefly Aerospace a réussi son atterrissage Blue Ghost en mars 2025, livrant 10 instruments scientifiques de la NASA dans la mer de la Tranquillité. En mars 2026, Intuitive Machines a décroché un contrat CLPS de 180 millions de dollars pour une mission vers Mons Malapert, une crête proche du pôle sud, offrant une visibilité continue avec la Terre et un accès aux régions à ombre permanente. L'Australie contribue un rover à une mission d'Intuitive Machines prévue pour 2027, spécialement conçue pour démontrer des capacités d'extraction de ressources lunaires. Les estimations de l'industrie projettent que près de la moitié des quelques 450 missions lunaires planifiées pour les 10 prochaines années seront commerciales, avec une valeur marchande combinée qui pourrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2033. Pour mettre cela en perspective, c'est un marché qui n'existait tout simplement pas il y a 10 ans. Mais l'indicateur économique le plus frappant reste ce premier achat gouvernemental du ressource extraterrestre. En 2025, le département de l'énergie des États-Unis a acheté 3 litres d'hélium-3 à Interlune. De l'hélium-3 qui n'a pas encore été extrait, qui ne sera extrait que si les missions de la société réussissent, et qui sera livré d'un autre monde. Ce contrat n'est pas qu'un accord commercial, c'est une déclaration politique. Le gouvernement américain légitime officiellement l'idée qu'un ressource extraterrestre peut être acheté, vendu et possédé comme n'importe quelle autre matière première. Ce précédent va façonner les débats juridiques, diplomatiques et commerciaux pour les décennies à venir. Et il amorce une question dont la réponse va définir l'avenir de l'humanité dans l'espace, bien au-delà de la Lune elle-même. Est-ce que tout cet investissement colossal, toutes ces fusées, ces bases, ces contrats, ces tractations diplomatiques, est réellement un préambule à Mars? Ou est-ce que la Lune est devenue une fin en soi, détournant l'attention et les ressources d'un objectif plus grand? La réponse à cette question divise la communauté spatiale depuis des années. Et en février 2026, elle a pris un tournant inattendu quand Elon Musk lui-même a déclaré que SpaceX allait recentrer ses priorités sur la Lune avant de relancer à plat régime ses ambitions martiennes. Pour comprendre pourquoi la Lune est une pièce fondamentale du puzzle martien, il faut commencer par un calcul simple mais vertigineux. Aujourd'hui, chaque kilogramme de matériel envoyé depuis la Terre vers l'orbite terrestre basse coûte plusieurs milliers d'euros selon le lanceur utilisé. Pour aller plus loin, vers la Lune ou vers Mars, ces coûts se multiplient encore. Une mission humaine vers Mars avec retour nécessite une quantité phénoménale de propergol. Si ce propergol doit être entièrement chargé sur Terre et transporté dans l'espace, la mission devient un exercice d'une complexité et d'un coût qui défie les budgets de n'importe quelle agence au monde. Mais si une partie de ce propergol peut être produite en dehors de l'atmosphère terrestre, par exemple sur la Lune à partir de glace d'eau décomposée en hydrogène et en oxygène, alors l'équation change fondamentalement. La Lune est à 3 jours de la Terre. Mars est à plusieurs mois selon la configuration orbitale. Un dépôt de carburant en orbite lunaire, ravitaillé depuis la surface lunaire, permettrait au vaisseau à destination de Mars de partir avec des réservoirs pleins sans avoir eu à tout transporter depuis le fond du puits gravitationnel terrestre. L'économie de propergol réalisée est suffisante pour faire basculer des missions qui seraient autrement impossibles dans la catégorie du faisable. C'est le cœur de l'argument en faveur de la Lune comme tremplin. Mais il y a plus que le carburant. La Lune
est un laboratoire sans équivalent pour les technologies qui devront fonctionner sur Mars. Les systèmes d'extraction de ressources in situ, transformer le régolithe lunaire en oxygène, en eau, en matériaux de construction, devront fonctionner sur Mars aussi, avec des matières premières différentes, mais selon des principes similaires. Chaque heure d'opération d'un système ISRU sur la Lune est une heure d'apprentissage précieux pour ce qui devra fonctionner sur Mars sans possibilité de réparation rapide depuis la Terre. Les habitats lunaires soumis au vide, aux radiations et aux variations thermiques extrêmes serviront de prototypes pour les habitats martiens. Les protocoles médicaux développés pour des astronautes isolés sur la Lune pendant des semaines serviront de répétition pour les missions martiennes, où un astronaute malade sera à 7 mois de l'hôpital le plus proche. Et il y a la question de l'expérience accumulée. L'humanité n'a pas vraiment d'expérience de la surface d'un autre monde. Les séjours Apollo se comptaient en jours, jamais en semaines. Une base permanente lunaire permettrait d'accumuler des années d'expérience opérationnelle en conditions réelles. Gestion des équipements, santé des équipages en gravité réduite, agriculture expérimentale, extraction industrielle, maintenance robotique. Tout cela servira directement à préparer Mars. Pourtant, tous ne partagent pas cette vision. Il existe un camp, représenté notamment par Robert Zubrin, fondateur de la Mars Society, qui considère que la Lune n'est pas un tremplin, mais une distraction. L'argument est le suivant. Les conditions lunaires sont si différentes des conditions martiennes, gravité 1/6 de celle de la Terre sur la Lune contre 1/3 sur Mars, absence totale d'atmosphère sur la Lune contre une atmosphère ténue sur Mars, géologie et ressources différentes, que les leçons tirées sur la Lune n'ont qu'une applicabilité limitée à Mars. Et pendant que l'humanité consacre des décennies et des centaines de milliards à construire une infrastructure lunaire, Mars attend. La fenêtre de motivation collective, d'intérêt public, de financement politique ne reste pas ouverte indéfiniment. Musk lui-même a longtemps partagé cet avis. SpaceX a été fondé avec Mars comme objectif existentiel, rendre l'humanité multiplanétaire pour se prémunir contre l'extinction sur Terre. Pendant des années, il a présenté la Lune comme une étape optionnelle. Mais en février 2026, confronté aux réalités techniques du Starship, aux contraintes du contrat HLS avec la NASA et à une compréhension plus profonde de ce que signifie construire une infrastructure hors de la Terre, il a changé d'avis. La Lune d'abord, Mars ensuite. Ce n'est pas une capitulation, c'est une reconnaissance de séquence. Pour aller durablement sur Mars, il faut apprendre à vivre sur la Lune. La Lune est à portée de correction. Si quelque chose tourne mal, on peut rentrer en 3 jours. Mars ne pardonne pas les erreurs d'inexpérience. Et les systèmes qu'on testera sur la Lune dans les 10 prochaines années seront soit les précurseurs directs de la conquête de Mars, soit les témoins d'une occasion manquée. Ce qui nous amène à la question la plus urgente de toute cette histoire. Pas celle de la technologie, pas celle de l'économie, mais celle du calendrier. Il existe dans l'histoire un précédent que les juristes et les stratèges spatiaux citent régulièrement quand ils veulent expliquer pourquoi agir maintenant est crucial. L'Antarctique. Au XIXe siècle et au début du XXe, l'Antarctique était un terra incognita. Des nations y envoyaient des expéditions, des baleiniers et des chasseurs de phoques s'y aventuraient, plusieurs pays revendiquaient des portions du continent. Tout se passait dans un vide juridique complet. Puis est arrivée l'année géophysique internationale de 1957 à 1958. Une période de coopération scientifique mondiale pendant laquelle 12 pays travaillèrent ensemble en Antarctique. Et dans la fenêtre qui suivit, avant que des intérêts économiques n'aient eu le temps de se cristalliser, avant qu'on eût découvert toute l'ampleur des ressources minières et pétrolières que le continent recèle, ces mêmes 12 pays signèrent le traité sur l'Antarctique de 1959. Ce traité a transformé un continent potentiellement disputé en zone de paix internationale dédiée à la science. Il a gelé les revendications territoriales, interdit les activités militaires et établi une gouvernance coopérative. Il fonctionne encore aujourd'hui. Il fonctionne parce qu'il a été signé avant que les enjeux économiques ne soient assez importants pour que les nations refusent de coopérer. Sur la Lune, cette fenêtre est encore ouverte. Mais elle se referme. Dans 10 ans, il y aura des bases permanentes, des contrats d'extraction opérationnels, des infrastructures de plusieurs dizaines de milliards sur la surface lunaire. Il y aura des intérêts économiques colossaux qui rendront tout compromis diplomatique infiniment plus difficile. Il y aura des faits accomplis, géographiques, technologiques, économiques, extrêmement difficiles à défaire. Ce qui rend la décennie 2026 à 2036 absolument déterminante, c'est la confluence de plusieurs facteurs simultanés. La première génération de bases permanentes sera construite. Les premières extractions commerciales de ressources lunaires auront lieu.
Les premières normes de facto, ces pratiques qui deviennent des précédents, qui deviennent des règles informelles, qui deviennent finalement du droit coutumier, seront établies. Et les deux blocs géopolitiques qui se forment autour de l'exploration lunaire seront soit parvenus à un cadre de coexistence, soit en train de se disputer physiquement les mêmes cratères. Si des règles claires et partagées sont établies pendant cette fenêtre, l'humanité dispose d'une chance réelle de faire de la Lune ce que l'Antarctique est devenu, un espace de coopération et de développement maîtrisé au bénéfice de tous. Si cette fenêtre se ferme sans accord, ce qui attend l'humanité ressemble davantage au litige minier des frontières sauvages du 19e siècle, mais avec des fusées et des réacteurs nucléaires. L'enjeu n'est pas seulement la Lune. L'enjeu, c'est le précédent que la Lune créera pour tout le reste. Comment l'humanité se comportera sur Mars? Comment elle abordera les astéroïdes riches en métaux? Comment elle traitera les ressources des autres corps du système solaire? La Lune est le premier test de notre capacité à ne pas reproduire dans l'espace les erreurs que nous avons commises sur Terre. Voilà où nous en sommes. Le 1er avril 2026, 4 astronautes ont survolé la Lune et sont rentrés sains et saufs. Le monde a regardé. Le monde a applaudi. Et quelques jours après l'amérissage d'Integrity dans le Pacifique, les ingénieurs sont retournés à leur tableau de bord, les juristes à leur mémorandum, les dirigeants d'entreprise à leur tableur de financement, et les stratèges à leur carte du pôle sud lunaire. Parce que le spectacle était terminé. Le travail réel ne fait que commencer. La Lune n'est plus un rêve lointain qu'on contemple depuis un champ obscur par une nuit d'été. Elle est un chantier en cours, un terrain de compétition géopolitique, un marché émergent, et peut-être la clé de voûte de toute l'aventure humaine dans l'espace. Les choix que l'humanité fera sur ce rocher silencieux dans les 10 prochaines années révéleront ce qu'elle est capable d'être. Capable de coopérer quand les enjeux sont immenses, capable de construire au lieu de simplement conquérir, capable de regarder plus loin que la prochaine élection ou le prochain trimestre financier. La prochaine fois que vous regarderez la Lune dans le ciel du soir, rappelez-vous qu'elle n'est plus seulement belle, elle est stratégique, elle est disputée. Et pour la première fois depuis qu'elle existe, elle attend que nous décidions ce qu'elle va devenir. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, ou si elle vous a donné matière à réflexion, appuyez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement nous permet de continuer à explorer ces grandes questions de science, d'histoire et d'espace qui façonnent notre époque. Et si vous voulez soutenir directement le développement de la chaîne, il y a un lien dans la description pour nous envoyer un don. Chaque contribution, même petite, nous aide à produire des vidéos de cette qualité. Dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je lis tous vos messages.